Regarde, elle nous regarde. Après, j'arrête de parler d'elle. Je la vois pas. Regarde, elle est dans son box, sous le drap blanc, avec son masque noir, là. Ah oui, j'aperçois le museau. J'aperçois juste le museau blanc, en fait, autour des narines. Elle nous regarde, en fait, non? Oui, complètement. Dès que tu fais un mouvement, elle te regarde. Et tu crois qu'elle va repartir, là? Elle, non, je pense pas, elle va attendre qu'on vienne. Salut, c'est Rose. Vous écoutez un nouvel épisode de Poule Sentimentale, le podcast qui parle de nous, les animaux. Êtes-vous déjà allé voir un ou une ostéopathe? Moi, j'y vais très souvent et ça me fait toujours beaucoup de bien. Saviez-vous qu'il existe aussi des ostéopathes qui soignent les autres animaux? C'est le cas de mon invitée, Aurore, dont les patients sont principalement des chiens et des vaches. Elle me reçoit chez elle, tout près d'une grande prairie, et vous allez comprendre pourquoi. Ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. C'est parti! Bonjour Aurore. Bonjour Rose. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Vous êtes ostéopathe pour les animaux, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'ostéopathie, c'est une médecine naturelle, où on traite avec les mains. Et donc, tout comme l'ostéopathie humaine, ça peut aussi s'appliquer sur les animaux. Et donc on est appelé pour diverses pathologies, que ce soit des boiteries, des problèmes digestifs, des problèmes de peau, des problèmes de comportement. C'est assez varié. Souvent on pense que l'ostéopathie c'est juste, en tout cas pour les animaux, c'est juste quand il y a une boiterie ou des difficultés à se déplacer sur les chiens âgés. Mais c'est assez divers et varié, toutes les raisons pour lesquelles on peut appeler un ostéopathe. Oui, effectivement, ça a l'air très complet, mais je crois que même pour les humains, on n'est pas conscient que ça peut traiter autant de pathologies. Ouais. Ben, en fait, tout ce que vous avez dans votre corps est un tissu, que ce soit du tissu osseux, du tissu, le tendon, les ligaments, les viscères, tout ça c'est un tissu, ce sont des cellules. Et donc le but d'un ostéopathe, c'est juste de redonner un équilibre. C'est-à-dire que nous, on met les mains. Et en fait, franchement, le corps fait le boulot. C'est-à-dire que nous, on met les mains en donnant une impulsion pour qu'il trouve une autre solution à un déséquilibre qu'il a en ce moment. En gros, c'est comme si vous aviez un t-shirt qui était souple et confortable et qui devenait un endroit cartonné ou alors qu'il y avait un nœud à cet endroit-là. Et moi, le but du jeu, c'est d'enlever le nœud ou d'enlever l'espèce de morceau cartonné pour que les tissus en fait recommuniquent correctement ensemble et que le système fonctionne correctement. Donc ça s'applique à de l'os, à un tendon, à un viscère. Un viscère, c'est tout ce qui est organes, donc foie, rein, etc. Et voilà, ça s'applique à tout, quoi. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en général, par exemple, un humain qui va voir un ostéopathe va dire, par exemple, j'ai mal à tel endroit. Et là, c'est forcément pas le cas pour les animaux que vous soignez. D'ailleurs, quel type d'animaux est-ce que vous soignez? Vous avez une patientèle très variée Alors je réponds à la première. C'est la grande question, comment vous faites pour savoir où il a mal? Moi, ma grande question aux ostéopathes humains, c'est comment vous faites pour trouver... Parce que souvent, ce qu'on appelle la lésion primaire, c'est-à-dire ce qui a déclenché tout le système jusqu'à la douleur, n'est pas forcément là où ça crie. Donc vous pouvez avoir un problème dans le dos, mais qui soit dû à votre genou, à la hanche, à la cheville. Et donc les animaux, le gros avantage, c'est que comme ils ne me parlent pas, je suis obligée de suivre tout ce qui me mène à la lésion primaire. Donc en fait, ils ont déséquilibré toute une partie, et ça m'emmène jusqu'au point qu'on appelle primaire, quoi. Donc moi, je trouve ça assez avantageux qu'ils ne parlent pas. Il y a des fois où c'est un peu difficile, en effet, donc là, j'en viens aux animaux que je peux traiter, sur les bovins notamment, où c'est des animaux qui sont extrêmement résistants à la douleur, qui se plaignent très peu. Et du coup, avant que ça se voit, en fait, qu'ils expriment la douleur, on est déjà à des seuils très élevés. Alors que par exemple, chez le cheval et le chien, c'est un peu plus... Le seuil est plus bas, quoi. Donc voilà, il peut y avoir du coup les bovins, les chevaux, les chiens, les chats, les nacs, les cochons. Moi, ma spécialité, ce que j'aime faire et ce que je fais le plus, alors j'aime faire tous les animaux, mais ce que je fais le plus, ce sont les chiens et les bovins. Les chiens parce que c'est comme ça que je suis arrivée dans cette profession-là, à cause du mien.
ou grâce aux miens. Je pense que c'est plutôt grâce aux miens d'ailleurs. Et les bovins, parce que ça a été le coup de foudre. En faisant mon mémoire dans une exploitation, j'ai découvert les vaches et j'ai vraiment adoré. Donc j'ai commencé à pratiquer avec les vaches, beaucoup. Donc je dirais 60-40, 60% de vaches, 40% de chiens, ou 50-50, ça dépend des saisons, quoi. Donc vous avez fait des études forcément d'ostéopathie. Qu'est-ce qui vous a amené à faire l'ostéopathie justement? Vous parlez du chien. Eh bien, je savais que ça allait être dans les animaux, mais je savais pas trop quoi, comment. Et en fait, j'avais un chien, un boxer, qui était très abîmé, très jeune. Je l'ai emmené chez un véto qui s'est avéré être un véto ostéo à Rennes et qui m'a dit en rigolant ce chien-là, il mériterait d'avoir un propriétaire véto ostéo parce qu'il va avoir besoin d'aide toute sa vie. Et donc je me suis dit, tiens, j'ai qu'à faire ça pour lui. Et du coup, je me suis renseignée. En effet, je connaissais pas du tout l'ostéopathie animale. Je savais même pas que ça existait. Et puis j'ai trouvé une école et voilà. C'était quand même un gros chamboulement. Enfin, vous cherchiez un petit peu votre voie, si j'ai bien compris. Et puis là, d'un coup, il y a ce chien qui a besoin de votre aide et vous foncez et vous dites allez, ma vie, ça va être de l'aider lui et puis éventuellement d'en aider d'autres. C'est une grosse décision. Il faut beaucoup de temps pour être ostéopathe pour animaux. Il faut faire beaucoup d'études. C'est un gros investissement. Comment ça se passe ? Alors, il y a deux solutions. Maintenant, il n'y en a plus que deux. Soit vous faites des études de vétérinaire, et ensuite, il y a une formation post-diplôme qui vous permet d'être vétérinaire ostéopathe. Ou alors, vous faites une école d'ostéopathie animale sur 5 ans, en général. Donc moi, à l'époque où je suis rentrée, il fallait un bac+2 pour entrer dans cette école. Et ensuite, il y avait 5 ans d'études uniquement en ostéopathie animalière. C'est le gros avantage. Il y a quelques années, on pouvait faire de l'animalier alors qu'on était ostéopathe humain, sans avoir forcément de connaissances sur l'anatomie animale, par exemple, quoi. Voilà, maintenant, c'est plus le cas. Et voilà, c'est vrai que c'est un gros investissement, mais on les voit pas passer. Je pense que quand c'est une passion, comme pour tout le monde, voilà, c'est long, mais c'est une passion, quoi, ça va. Et alors, là, c'est intéressant parce que vous avez parlé du fait qu'à un moment donné, on pouvait être ostéopathe pour humains et soigner les animaux non humains. Et maintenant, c'est plus possible. Mais justement, qu'est-ce qui est la grosse différence ? Est-ce qu'il y a une grosse différence, à part le fait qu'on puisse communiquer dans la même langue, on va dire, entre humains ? Je veux dire, peut-être anatomiquement, le fait qu'on soit des bipèdes, ou est-ce qu'il y a autre chose qui fait qu'il faut vraiment des études spécifiques ? En fait, pour moi, la grosse différence, sur le tissu est le même. Vraiment, ça, le tissu est le même. Par contre, les pathologies ne sont pas les mêmes. Et surtout, il faut pouvoir faire un diagnostic différentiel, ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, c'est-à-dire éliminer des causes qui ne sont pas de notre sort pour pouvoir traiter correctement. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas de connaissances sur l'anatomie animale, pour moi, ça poserait problème de traiter un animal sans avoir ses connaissances anatomiques ou de pathologie de cet animal, quoi. Par exemple, sur une vache, parfois on m'appelle pour une vache qui est ce qu'on appelle voûtée. Donc en fait, sa colonne, alors pour faire très simple, sa colonne vertébrale est arrondie et donc elle se porte un peu avec le dos rond. Et donc c'est comme si elle avait mal dans le dos, quoi. Et en fait, il peut y avoir aussi une pathologie qui s'appelle un corps étranger. Et donc ça, c'est à peu près les mêmes symptômes. C'est-à-dire que c'est les mêmes symptômes par exemple, des côtes qui sont douloureuses ou des thoraciques qui sont verrouillés en flexion. J'ai les mêmes symptômes avec un corps étranger. Si je ne suis pas capable de faire les diagnostics et que je manipule ces thoraciques, ou que c'est les vertèbres au niveau du garrot, ou les côtes, je vais lui faire extrêmement mal, parce qu'en fait, elle a un corps étranger qui est piqué en général bas dans le thorax. Et du coup, si je manipule, je vais lui faire extrêmement mal, quoi. Donc il faut que je puisse faire le différentiel entre telle pathologie. Est-ce que je peux manipuler ? Est-ce que je peux pas ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'elle a de la température ? Enfin, voilà. Donc, en fait, vous avez fait des études, effectivement, d'ostéopathe grâce à ce chien. Et vous avez fait un mémoire sur les vaches. Donc, qu'est-ce qui vous a orienté vers cette espèce-là ? Alors, je ne sais plus exactement comment on est venu à se dire tiens, on va faire un mémoire sur la préparation à la Miss Bâche et à Rouge des Prés, qui est une vache allaitante. Et en fait, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on aimerait bien un thème de mémoire qu'on puisse tester, c'est-à-dire où on puisse avoir des lots sur lesquels tester notre... Alors, vous dites « on », il s'agit de qui ? C'est ma colocataire avec qui
À cette époque-là, on a fait le mémoire ensemble. On a pris une exploitation où on pouvait avoir des lots de... En fait, on a choisi l'exploitation parce qu'on pouvait avoir des lots de vaches. Donc, tester notre technique sur 30 vaches et les 30 autres ne rien faire pour voir en fait si le vélage était facilité par l'ostéopathie. Que ce soit pour les chevaux, les chiens, etc., c'était très compliqué. Donc là, les vaches, je pense que c'est un peu comme ça que ça nous est venu. Et moi, ça a été un peu la découverte, du milieu agricole, que je connaissais peu, parce que je ne suis pas du tout issue du milieu agricole, et des vaches, en fait, quoi. Des vaches. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, du coup, ces vaches? Parce que vous avez continué dans cette voie, c'est pas juste le mémoire. C'est vrai. Alors, c'est pas forcément le mémoire et ces vaches-là, c'est le fait que cet agriculteur, en fait, en ait parlé autour de lui. Et puis, du coup, dans mon secteur, j'ai commencé à être appelée pour des bovins. Et puis à force de découvrir, c'est pas à force de découvrir, je pense que ça arrivait assez rapidement, mon amour des vaches. J'ai découvert des animaux que j'ai trouvés géniaux, quoi, vraiment. Que je connaissais pas du tout. Enfin, j'étais comme vous, enfin peut-être pas comme vous, mais comme plein de gens à se dire, bon, c'est des vaches dans des prés, elles broutent. Voilà, elles font rien d'intéressant de la journée. On va pas avoir beaucoup d'interactions, on doit pas avoir beaucoup d'interactions avec ces animaux, et pas du tout. Je les trouve incroyables, je les trouve merveilleux, je trouve qu'elles s'expriment beaucoup quand on les regarde, quand on les écoute, quand elles ont plein de choses à dire. Et puis elles ont une vie qui est pas facile. Et voilà, je trouve qu'elles méritent d'être soignées correctement et avec... Et alors, vous avez dit on m'appelle pour une vache, par exemple. Alors, qui vous appelle? Parce que ça, c'est quand même la grande question. Moi, j'ai pas de vache dans mon jardin. Voilà, qui sont les patients réguliers? J'imagine qu'il y a des patients réguliers, d'autres moins. Voilà, qui vous appelle pour les vaches, les chiens, tout ça? Alors, pour les chiens, ce sont leurs propriétaires qui appellent, ou les élevages quand ils veulent montrer une portée avant qu'elles partent à l'adoption, enfin à l'achat. Pour les bovins, sont les éleveurs. Donc souvent les gens sont assez surpris de savoir qu'un éleveur peut appeler un ostéopathe pour sa vache. En fait, c'est très fréquent. Alors surtout là, dans la région où je suis, moi, c'est une grande culture du rebouteux. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des gens en fait qui manipulaient sans trop d'études, mais avec, je pense, beaucoup de dons et de savoir du terrain. Et donc on appelait ça le reboutage. Donc c'est l'ancienne version de l'ostéopathie, quoi, avec moins d'études et plus d'expérience, je pense, de base. Et l'ostéopathie, ça c'est arrivé assez naturellement. Donc les éleveurs, ils m'appellent pour des boiteries, des luxations d'épaule par exemple, des luxations de hanches. Donc c'est souvent pour de l'urgence. Soyons honnêtes, au début, en tout cas les premières fois que je vais dans des fermes, c'est souvent pour de l'urgence, c'est-à-dire des vaches qui se lèvent pas post-partum. Donc ça, il y a beaucoup de paralysie après vélage, notamment chez la vache laitière. Donc ça veut dire littéralement qu'elle ne peut pas se lever après avoir mis bas. Donc ça, c'est des lésions dans le bassin qui font qu'en fait, elle sent plus ses postérieures et que du coup, elle ne peut pas se lever, quoi. Et ça, c'est... pardon, je vous coupe, mais en fait, c'est dû au fait que qu'elle soit inséminée artificiellement, ou c'est juste parce que... Non, franchement, je pense pas que ce soit lié à l'insémination. Je pense que c'est la taille du veau, surtout. Des veaux qui sont gros, juste simplement, quoi, à la naissance. Et des fois, on fait des croisements, on met des veaux allaitants, donc des veaux de race de viande sur des vaches laitières. Et du coup, ça donne des veaux qui sont un peu trop gros pour une vache laitière qui n'a pas le gabarit d'une vache allaitante, quoi. Voilà. Donc que ce soit pour des urgences, souvent ça commence comme ça, nos rencontres par des urgences. Et puis après, on finit par apprendre l'un de l'autre qu'il faut appeler un peu en prévention parfois, quoi. Que quand elle est fragile, que le vélage a été un peu difficile, qu'il la voit glisser une fois, 2 fois, 3 fois sur le béton, il faut appeler avant qu'il y ait un accident. Voilà, mais il peut y avoir des accidents tout le temps en fait, parce qu'elles sont nombreuses. Pendant une bonne période de l'année, elles sont en bâtiment. Il y a moins d'activité puisqu'elles vont pas marcher au champ. Donc forcément, ça les fragilise un peu. De toute façon, toute l'année en fait, on leur demande beaucoup en fait. On leur demande des fois 30 litres de lait par jour. C'est beaucoup, donc on peut pas tenir sur tous les bouts, quoi. On peut pas être costaud. Particulièrement, donner 40 litres de lait par jour et tenir sur ses jambes, quoi. En gros, c'est franchement... Puis après, il y a tout le reste. Il y a, en plus de la vie de troupeau, il y a le fait d'être sur des bâtiments... Enfin voilà, elle marche beaucoup sur le béton.
Elles peuvent dormir en logette. Les logettes, c'est... Alors, vous voyez le système air paillé, c'est juste une aire avec de la paille, quoi. Non, ok. Alors, le système air paillé, c'est un bâtiment avec une grande aire paillée, c'est-à-dire de la paille partout dans le bâtiment. Et elles se couchent comme elles veulent, ok. Et il y a aussi le système qu'on appelle logette, où là, elles se parquent dans des espèces de stalles, voilà, où il y a des matelas ou des tapis, et puis elles se couchent sur des monoplaces, quoi. Donc, parfois, pour les timides, c'est bien, parce qu'elles ne sont pas dérangées par les autres, mais par contre au niveau confort, c'est comme si vous dormiez dans un banc, enfin sur un banc ou dans votre lit, quoi. C'est pas le même confort. Voilà, donc je trouve que par contre ça les fragilise. Le fait de dormir en logette, souvent ce sont des vaches un peu plus fragiles que celles qui dorment en air paillé et qui sortent beaucoup. Alors les allaitantes, vous les verrez jamais en logette. Les allaitantes, elles sont en champ beaucoup et puis elles sont en stabule l'hiver. Les vaches laitières, elles peuvent être en logette ou en air paillé. Alors ça dépend de la volonté de l'éleveur. Et l'avantage des logettes pour les éleveurs, c'est que ça se nettoie beaucoup plus facilement, qu'il y a moins de risque de mammites, parce que la paille chauffe et la logette non. Et puis surtout, on gagne un peu de place, et quand il y a des vaches en chaleur, en fait, il y a un peu moins de risque quand elles sont parquées en logette plutôt que quand elles sont toutes ensemble sur une aire paillée. Malgré tout, le confort de l'air paillé, enfin moi, en tant qu'ostéo, je préfère les voir en air paillé. Si je comprends bien, du coup, c'est les vaches laitières qui demandent plus de soins en ostéopathie ? Oui, complètement. Je dirais que là, c'est même 80-20%, quoi. Alors, pour quelle raison ? Tiens. Les vaches allaitantes, déjà, vous avez déjà vu une vache allaitante, ça a du muscle, c'est costaud, c'est un peu plus rustique. On va dire que c'est un peu plus rustique que la vache laitière. La vache laitière, ce qu'on lui demande, c'est de faire du lait. Donc, elle peut pas tout avoir. Elle peut pas avoir une masse musculaire développée, voilà, être osseusement parlant costaud, et donner 40 litres de lait par jour, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Donc elles sont plus fragiles et puis surtout elles sont plus sollicitées, ouais. Les vaches allaitantes, en fait, elles font leur veau et elles vivent avec leur veau dehors, au pré ou en bâtiment, mais souvent au pré d'ailleurs à la saison, et après voilà, et on les réinsémine, etc. Mais les vaches laitières, c'est tous les jours elles vont sur le quai de traite, tu vois l'idée? Ouais. Et qu'est-ce que vous avez pu ressentir ? Est-ce qu'il y a un exemple, une vache ou plusieurs vaches qui vous ont marqué spécialement ou... Alors il y en a plein qui m'ont marqué, c'est difficile de choisir. Je pense que la première fois que je me suis dit, oh là là, c'est trop mignon, en toute objectivité, on m'avait appelé pour un veau qui n'arrivait pas à téter. Donc c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on peut appeler un ostéo en bovine, un veau qui n'arrive pas à téter après un vélage un peu difficile, puisqu'il est resté trop longtemps dans le col par exemple, et que du coup il a la face congestionnée. Et donc on fait des manipulations crâniennes pour qu'il puisse avoir le réflexe de succion. Et donc souvent quand on manipule le crâne, comme sur un bébé humain j'imagine, pour en avoir discuté avec des collègues ostéopathes humains, c'est ça, ils s'endorment, et là il s'est endormi sur mes genoux. Et donc ça a été le début de la mignonnerie. et voilà. Et donc ça peut être n'importe quoi. En fait, je ne les fais jamais attacher. Depuis que je gère plutôt la bovine, parce qu'en fait, on apprend très peu de la bovine à l'école, à l'époque où moi je l'ai faite. J'ai fait mes études, en tout cas. Donc je me suis formée après, post-diplôme, mais moi j'ai beaucoup appris sur le terrain. Quand on nous apprend à manipuler les vaches, on nous apprend à manipuler attachées, avec des cornes. Il faut qu'elles soient contentionnées, etc. Alors au début, on suit ce qu'on nous dit. Je me suis adaptée à ce que j'avais en face de moi, c'est-à-dire en fait des animaux qu'on peut manipuler avec les mains sans être attachés et qui comprennent ce qu'on veut et qui n'ont pas besoin d'être saucissonnés dans tous les sens pour être manipulés. Donc après, il m'arrive parfois de devoir les contentionner parce qu'elles sont pas d'accord, parce qu'elles sont un peu virulentes quand j'arrive par exemple, et que maintenant j'arrive à lire quand même quand ça va pas bien se passer au départ. Ah oui. Voilà, qu'elles sont un peu nerveuses, qu'elles sont pas forcément très manipulées, et que ça va être compliqué. Donc là je me méfie, mais de manière générale je ne les fais plus attacher. Donc c'est-à-dire qu'elles sont dans un petit box, l'équivalent d'un box de poney, de cheval. Et puis en fait je mets un peu de temps certes à commencer à les toucher. Parce qu'il faut que j'arrive à poser la main des fois sur elles. Mais par contre, une fois qu'on a commencé à traiter, en fait, souvent elles bougent plus parce qu'elles comprennent ce qu'on veut. Donc il y a des vaches, sur les anecdotes là, il y a des vaches qui arrivent, on me les met dans les box, elles sont terrorisées avec les yeux grands ouverts, elles bavent, elles moussent, on appelle ça mousser, mais elles bavent, elles ont peur, quoi. Elles ont peur, j'entends leur rythme cardiaque
enfin, voilà, à l'oreille. Et à la fin, elles finissent... alors, soit elles se mettent à ruminer, ça c'est un bon signe. Donc ça c'est un signe de décontraction chez la vache. En tout cas quand elle est avec une étrangère dans son box, qu'elle se mette à ruminer, c'est plutôt chouette. Et puis par exemple une vache qui s'étire. Non mais ça c'est trop mignon. À la fin d'une séance, elle se creuse le dos et elle met un postérieur vers l'arrière. Bon, alors entre le début où elle se serait bien jetée entre les barreaux et la fin où elle se permet une petite extension postérieure, j'adore, franchement j'adore. Elles sont exceptionnelles quoi. Et puis je trouve qu'elles comprennent vachement en fait. J'ai fait plusieurs formations post-diplôme, on essaie de se tenir un jour, donc on fait des formations, etc. En fait, quand j'apprends des nouvelles choses, souvent c'est sur les chevaux ou sur les chiens, ou même sur l'humain, quand ils proposent très peu de formations sur les bovins, enfin de nouvelles techniques sur les bovins. Et quand j'apprends des nouvelles techniques et que je les adapte sur elles, je me dis au début, moi je sais pas trop comment elles vont réagir, etc. Puis en fait, enfin, voilà, c'est elles qui m'apprennent plein de choses, quoi. Elles sont hyper réceptives, on peut leur faire... Alors les éleveurs souvent ils sont hyper étonnés qu'on puisse les manipuler comme ça sans être attachés, que je puisse leur prendre les pieds et leur, par exemple les antérieurs, alors les antérieurs un peu plus compliqué, les postérieurs, les antérieurs et tout, ils se disent dis donc c'est incroyable, mais c'est pas incroyable, si elles étaient touchées comme ça avec l'intention de faire bien tous les jours en fait c'est juste qu'ils n'ont pas le temps, mais ce que je comprends, ils ont 70 vaches, moi j'en vois une par une, donc évidemment qu'ils n'ont pas le temps de caresser toutes leurs vaches et de... Il y a des éleveurs qui le prennent, ce temps-là, qui passent beaucoup de temps avec leurs vaches. Et ça se voit quand j'arrive dans la stabulation, elles viennent toutes vers moi, elles sont curieuses. D'ailleurs, la majorité, c'est ça. Parce qu'en fait, ceux qui m'appellent, c'est ceux qui prennent soin de leurs bêtes. Pour appeler un ostéo, en fait, on s'en fout pas de ces animaux quand c'est comme ça. Donc eux, ils prennent le temps de les observer, ils les connaissent, ils les touchent. Donc ils les touchent pas toutes, évidemment, mais voilà, ça sent que le démarrage est moins compliqué que elles sont certaines. Habituées en fait à avoir le contact voilà, avec un être humain bienveillant, quoi. Enfin, un contact. Exactement. Ouais, exactement. Simple, voilà. quoi. Ouais. Il y a des vaches, quand j'arrive, ça court dans tous les sens, quoi. Ça part à l'opposé. Donc là, je me dis, bon, il y a un problème, donc j'en parle à l'éleveur en général. D'accord. Je dis, écoutez, là, quand on arrive et que tout le monde se barre, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il faut passer plus de temps avec vos vaches ou il faut faire différemment parce que, en fait, votre gagne-pain, c'est elle, quoi. La base de votre exploitation, c'est elle. C'est pas le tracteur, les champs et tout le tintouin. Ok, ça va être leur alimentation, mais en fait, tout dépend d'elle. Donc c'est d'elle dont il faut prendre soin. Enfin, je lutte un peu pour elle tous les jours, quoi. Ouais. Des fois, c'est difficile, hein, ça m'a pris des années pour faire un peu changer la façon de voir l'animal, en tout cas. Et puis, le fait de les voir être manipulés comme ça, ils se disent... moi aussi, je peux faire. Enfin, au début, ils pensent que c'est moi qui suis un peu magicienne. Pas du tout. J'aimerais bien, mais pas du tout. Et ils se disent, en fait, si je le fais comme ça, calmement, tout ça, je peux faire, quoi. Donc ça, c'est chouette. Ça, en fait, vous voyez des progrès aussi sur les éleveurs avec qui vous travaillez, quoi. Ah ouais, carrément. Okay. Ouais, complètement. Ouais. Je trouve qu'il y en a qui se sont... Ceux qui n'ont pas changé leur façon de faire et avec lesquels j'étais pas d'accord, d'ailleurs, je ne travaille plus avec eux. D'accord. Parce que j'ai pas envie de servir de pompier, en fait. Bah oui. J'ai fini, j'arrête de... Quand on m'appelle, quand ça fait 4 ans qu'on m'appelle tous les 3 mois pour une vache couchée sur le béton, je finis par me dire qu'ils ont pas... que voilà, on n'a pas la même façon de travailler, quoi. Je suis pas pompier, je suis ostéopathe. Donc il peut y avoir des accidents, et ça je peux comprendre, et il y en aura toujours. Même chez les éleveurs qui font très bien, il y aura toujours des accidents parce que voilà, elles sont en groupe, parce que pour plein de raisons. Mais voilà, il y en a qui essaient de faire bien, et puis il y en a d'autres qui comprennent pas qu'au bout d'un moment, il faut penser préventif, quoi. C'est étonnant, je reviens sur l'histoire d'attacher les vaches. Enfin, c'est comme ça que vous avez appris, le peu que vous avez appris à l'école d'ostéopathie pour animaux, c'est de les attacher. Et je me dis, mais comment est-ce que ça peut amener quelque chose de bien ? Enfin, je veux dire, quelqu'un qui est attaché, forcément, va être stressé, bloqué. Comment on peut débloquer quelque chose sur quelqu'un d'attaché ? Ça me paraît fou d'apprendre ça comme ça. Eh bien, alors je suis complètement d'accord avec vous, c'est exactement ce que je dis aux gens quand ils voient que je les attache pas. Donc, en fait, on apprend comme ça, je pense, ça part pas d'une mauvaise intention, je pense que c'est une habitude de se dire que comme elles sont pas manipulées, par exemple comme un cheval, je vais prendre l'exemple d'un cheval qui est pris au licol, dont on prend les pieds pour le curer, qu'on brosse, etc. C'est pas la même chose. Là, on leur branche à la rigueur... les manchons sur les pieds, mais pour les traire, mais par contre, elles sont pas manipulées comme un cheval. Donc on se dit que prendre les pieds, etc., il faut les prendre avec les cornes parce que c'est risqué, il faut qu'elles soient attachées au cornadi.
Voilà, ce que je peux comprendre, hein, franchement, parce que voilà, au début je me suis dit, c'est vrai, elles sont pas manipulées, elles n'ont pas l'habitude d'être manipulées, donc ça nous fait prendre moins de risques. Mais en fait, je suis pas d'accord. En effet, moi c'est ce que je me dis. Et moi qui n'aime pas trop être touchée personnellement, je me dis, mais si je suis attachée par la tête et qu'on me prend le pied avec une corde, je vais pas me détendre. Ça c'est pas possible. Donc je me suis, en fait, j'ai fini dans ma pratique par me dire bon je vais essayer détacher déjà et puis au lieu de mettre une corde je vais mettre la main et puis en fait ça se passait bien donc plus ça allait plus je me disais voilà, c'est vrai que c'est un peu de l'anthropomorphisme, hein. Je me suis dit si c'était pour moi j'aimerais pas qu'on m'attache en fait et puis surtout moi ce que je veux obtenir c'est de la détente, il faut qu'elle soit un peu détendue pour obtenir ce que je veux en ostéo, c'est-à-dire qu'un relâchement des tissus. Donc si elles se sentent prises et qu'elles sont stressées, je mets 1000 ans à obtenir ce que je veux, quoi. Et une autre chose, c'est que quand elles sont prises par exemple à un cornadi, vous savez ce que c'est un cornadi ? Non, pas du tout. En fait, elles passent la tête à travers des barres en galva et elles peuvent éventuellement être bloquées. Donc c'est pratique par exemple pour les inséminateurs, pour passer derrière, pour... Voilà, donc ça s'appelle un cornadi, donc elles passent la tête, elles sont ensuite bloquées au niveau de l'encolure, juste derrière les oreilles, quoi. Et donc quand elles sont bloquées, le problème c'est que quand ça leur plaît pas, en fait leur seul moyen de défense, entre guillemets défense, c'est de donner un coup de pied. Et je risque beaucoup moins le coup de pied, là c'est totalement égocentré, hein. Je risque beaucoup moins le coup de pied quand elles sont détachées, en fait, parce que quand elles sont dans le box et que ça leur plaît pas, elles s'en vont, voilà. Et donc, j'apprends moi qu'il y a des fois où... Alors forcément, il y a des fois où ça leur plaît pas. Il y a des fois où il y a des manipulations, comme vous, quand vous allez voir l'ostéo, qui sont pas forcément très confortables. Mais si je suis dans le juste, normalement, elles doivent pas s'en aller, quoi. Elles ont le droit de bouger, ça leur permet de s'exprimer aussi. Et alors, et vous dites qu'elles comprennent, entre guillemets, ce qu'on leur veut, c'est-à-dire qu'elles comprennent que vous êtes en train de les soigner. Ça veut dire qu'elles arrivent à... Enfin, j'essaye de réfléchir un peu à leur place, ce qui est très compliqué. Mais en fait, elles ont mal quelque part, ou elles peuvent plus se lever, ou donc il y a forcément une douleur énorme, vu que, comme vous nous avez dit tout à l'heure, elles sont très résistantes à la douleur. Donc c'est que là, il y a vraiment une douleur très prononcée. Et elles arrivent à supporter que vous les touchiez parce qu'elles ont compris que ça va aller mieux après. Quand vous dites qu'elles se laissent faire parce qu'elles ont compris, est-ce que ça veut dire ça ? Alors, je ne prends pas l'exemple des vaches paralysées parce qu'elles n'ont pas le choix, elles sont couchées. Oui. Quand je dis qu'elles comprennent, ça veut dire qu'à partir du moment où on met les mains et qu'on commence à traiter, je ne sais pas si vous allez voir un ostéopathe qui fait du tissulaire, ce qu'on appelle du tissulaire, qui travaille sur vos tissus, vos fascias, qui ne fait pas forcément craquer, ce qui s'appelle l'ostéopathie structurelle par exemple. Quand on manipule les tissus et que c'est des techniques, moi c'est des techniques assez douces que j'utilise avec elles, il y a un côté relaxant déjà. Donc physiquement, je pense qu'elles finissent par sentir le relâchement. Et puis surtout, je pense que l'intention que j'ai, moi, joue beaucoup. C'est-à-dire que je le vois sur mes propres animaux, et vous devez le voir sur les vôtres, que ce soit des animaux domestiques ou d'élevage. Quand vous arrivez et que vous êtes un sac de nerfs et que vous courez dans tous les sens, vous êtes speed, que vous balancez vos clés, etc., l'accueil n'est pas le même que quand vous arrivez détendu. Voilà. Et ben moi, c'est pareil quand j'arrive dans un box. C'est-à-dire que j'ai vite compris qu'il fallait que je laisse le stress, l'angoisse, la nervosité à l'extérieur. Parce qu'elles sentent tout, elles sont très dans la sensibilité, elles sont extrêmement sensibles à leur environnement, donc aux gens qui sont avec elles, et donc l'intention joue beaucoup. C'est-à-dire que quand j'arrive, il faut que j'ai l'intention de leur faire du bien, de les soigner, qu'elles aillent mieux, je leur veux pas de mal. Et ça, c'est très clair, quoi. L'intention, elle est hyper importante dans l'ostéopathie. D'accord. Je pense que rien que d'avoir l'intention d'aider, ça joue beaucoup. Ouais. Là, c'est presque métaphysique, mais c'est passionnant. Franchement, je pense un peu. Ouais. Vous aussi, pour avoir discuté avec des collègues ostéo-humains, ils disent qu'à 50%, c'est rien que le fait de prendre soin de l'autre, en fait, de l'arrivée dans le cabinet, de discuter avec les gens, de s'asseoir, de prendre le temps, d'être touché. Voilà, je pense que ça joue beaucoup. Ouais. Ouais. Et ben moi, avec les vaches, c'est pareil. L'approche joue beaucoup dans le traitement. Je dis pas que ça soigne, je dis juste que ça aide dans le relâchement, en tout cas. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait une énorme partie du travail et peut-être que ça fait ce que nous on a de discussion. C'est comme ça qu'elles l'ont. On discute pas avec elles. Enfin, vous discutez pas vrai. Quoique peut-être que si. Vous leur parlez pendant la séance, non ? Non, c'est vrai que je leur parle pas beaucoup. Je leur parle pas beaucoup. C'est beaucoup dans l'attitude que je. D'accord. Ouais, je pense. Mais je leur parle peu. Je parle plus aux chiens, par exemple. Ah oui. En fait, ils ont l'habitude qu'on leur parle. Alors que les vaches, pas beaucoup.
Et donc, voilà, moi, mon système de fonctionnement, c'est d'être juste dans ma bulle avec elle, quoi. D'ailleurs, j'aime bien quand ils me laissent. Il y en a maintenant chez qui j'ai l'habitude d'aller ou qui ont l'habitude de me voir quand même au bout de 8 ans, là, et qui me laissent toute seule avec les vaches. Voilà, j'y vais toute seule, quoi. Je les traite toute seule. Et ça, c'est cool, parce que j'aime bien discuter avec l'éleveur. J'aime beaucoup discuter avec les éleveurs. Mais là, d'être dans une bulle avec elle, c'est génial. Il n'y a que nous, quoi. C'est son moment à elle, et puis comme ça, moi, je peux être aussi à 100% avec elle. Bon, on entend un petit peu des bruits, je ne sais pas si ça s'entend, mais on entend des chevaux qui font, je ne sais pas comment ça s'appelle ce bruit, quand ils soufflent comme ça avec les narines, là. Il y a peut-être un nom, mais en tout cas ils sont détendus, je pense. Ici ça va, ouais, je pense. Ici ils sont bien, ils ont beaucoup d'espace, il y a 2 chevaux. Et il me semble qu'au bout du champ, il y a 2 vaches que vous aimez beaucoup, qui vous connaissent bien et que vous connaissez bien. Tout à fait. D'ailleurs, on ne voit qu'elles, moi, moi non, parce que je suis dos, physiquement, je ne les vois pas, mais je sais qu'elles sont là. Elles illuminent le champ, voilà, c'est ça le mot. Oui, alors, donc elles, ce sont mes vaches de compagnie, enfin, c'est ma vache et mon bœuf de compagnie. C'est une longue histoire, une grande histoire d'amour. Oui, on a très envie de la connaître, cette histoire. Donc, en fait, écoutez, ça a commencé par Gisèle, donc c'est la petite jersiaise marron, là, que vous voyez. Oui, je la vois. Voilà, qu'est-ce qu'elle est belle. Je n'avais absolument aucune intention d'adopter une vache. Je travaillais dans un élevage et puis un jour, je suis arrivée dans cet élevage et l'éleveuse n'était pas là. Et puis du coup, j'étais dans la stabule voir les vaches. Et Gisèle est venue vers moi. Et donc on s'est regardé. Je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est exactement passé, mais on a eu un petit coup de... Enfin moi en tout cas, j'ai eu un coup de cœur. Et pourtant j'en vois beaucoup. Mais il s'est passé quelque chose, une petite étincelle, quoi. Voilà, et puis l'éleveuse est arrivée, bref, l'éleveuse est arrivée, et puis elle me dit non, c'est pas elle, elle part à l'abattoir parce qu'elle prend pas. Alors ne pas prendre, ça veut dire qu'à l'insémination, elles ne retiennent pas la semence et que du coup, elles ne prennent pas. Donc elles ne sont pas gestantes. Et donc dans l'industrie laitière, il faut qu'elles soient gestantes pour pouvoir faire une lactation ensuite. Donc quand elles finissent par pas prendre, enfin plus prendre, en fait, on les engraisse et puis on les envoie à l'abattoir. Voilà, donc elle me dit, non, elle part à l'abattoir. Et là, j'ai tiqué. J'ai tiqué en me disant, non, j'ai pas hyper envie. Donc j'y ai pensé pendant toute la séance avec elle, enfin avec l'autre vache, du coup. Et puis ça m'a pris quelques semaines, et là, je pense que c'était au mois de juillet ou au mois d'août, je sais plus. Et puis en fait, est arrivé mon anniversaire. Et puis là, ça m'a pris comme un coup de tête, quoi. J'ai appelé l'éleveuse et j'ai dit, en fait, je vais t'acheter... Elle s'appelait Hirondelle. Je vais venir t'acheter Hirondelle. Donc j'y suis allée avec un petit camion et puis je l'ai acheté le prix de l'abattoir, du coup. Ok. Et puis elle m'a vendu Hirondelle que j'ai ramenée à la maison, voilà. Et puis, petite surprise du chef, en fait, il s'est avéré qu'elle était gestante. Elle avait pris. Voilà, qu'elle avait pris finalement. Ah, incroyable. Donc j'ai rappelé l'éleveuse en disant, mais par contre, écoute, j'ai quand même l'impression qu'elle prend de la mamelle. Donc prendre de la mamelle, ça veut dire, en gros, c'est comme une femme, j'imagine, qui prend de la poitrine avant la fin de la grossesse. Excusez-moi. Et donc, en fait, elle prenait du pis et puis elle prenait du volume surtout. Et puis, je voyais quand même bouger des choses dans son abdomen. Et puis, il s'est avéré qu'elle était gestante donc de Marcel. D'accord. Qui est arrivé, il me semble, le 29 décembre, le jour de la Sainte Innocence. Ça lui va très bien. Et voilà. Et donc, du coup, Gisèle et Marcel sont maintenant à la maison. D'accord. Depuis 7 ans. Ouais, Marcel va avoir 7 ans le 29 décembre, donc ça fait 6 ans et demi qu'ils sont là, un peu plus. Génial. Alors, ça veut dire qu'elle aurait été à l'abattoir gestante. Oui, ouais c'est ça. Alors, il y a un certain temps, c'était autorisé jusqu'à 8 mois, il me semble. Maintenant, ça l'est plus. Je pense qu'ils ont réduit un peu. Je crois que c'est 5 mois, jusqu'à 5 mois de gestation. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où, à l'échographie, on passe à côté et puis. En fait. Et elles partent à l'abattoir gestante, ouais. Ouais, c'est ça. Avec un fœtus. Oui. Ok. Bon, est-ce qu'on va rencontrer Gisèle et Marcel ? Avec plaisir. Est-ce que vous nous les présentez ? Avec plaisir, c'est le meilleur moment. Allons-y. Je crois qu'ils sont là tous les deux. Ah non, il est reparti. Marcel. Non, Marcel est là, on le voit à travers sa petite fenêtre, vous le voyez dans son abri. Ça y est, je le vois. Ah. Oui. Alors, je lui ai fait une petite fenêtre parce que il est comme ça, il peut passer sa tête, il aime bien. Une petite fenêtre. Ah oui, d'accord, je croyais qu'il était en entier. D'accord, il a une petite fenêtre, effectivement. C'est très mignon, hein. Salut ma douce. J'ai du monde avec moi aujourd'hui.
Bonjour ma douce. Elle est belle. Elle est magnifique, c'est le mot. Ah. Et là, elle porte un masque à mouche. Vous voyez pas encore ses beaux yeux. Bonjour ma douce. Ce sont des gens très gentils, ils viennent juste te voir. Salut mon petit cœur. Oh, t'es trop belle. Salut mon cœur. Bonjour. Je te présente Rose. Ça va ma douce? T'es embêtée par les mouches. Bonjour Gisèle. Donc on a notre petit rituel du soir. Le soir, tous les soirs, ils sont brossés quoi. Enfin, je les brosse. Ah d'accord. Parce qu'ils aiment beaucoup. Comme les chevaux. Exact. Je fais absolument pas ça pour mes chevaux. Ah d'accord. En toute honnêteté. Mais les chevaux, en fait, des fois, on sort les brosses, ça les intéresse pas trop. Elle, jamais. Ça ne l'intéresse pas. Voilà. Ah oui. Ils adorent. Enfin, en tout cas, eux deux, ils adorent quoi. Tous les soirs, elle a le droit d'être brossée, du coup. Et puis ça me permet de voir que tout va bien. Voilà, donc Gisèle, elle a été rebaptisée Gisèle. Elle a 11 ans. Et donc, elle a donc vélé de Marcel. Ce bœuf d'une tonne. Mais qui est pas du tout de la même race en fait. Alors si, en fait, ça s'appelle un croisement. Donc Gisèle est une jersiaise. Oui. Et lui, c'est un croisé jersier rouge norvégien. Bon, c'est un scandinave, c'est une race de vache laitière. Oui. En fait, pour amener un peu de rusticité, on met des croisements sur les vaches laitières. C'est surtout dans les élevages bio qu'on fait. On appelle ça du 3 voies. Donc c'est une race primaire, une deuxième et puis parfois une troisième. Ça amène un peu de rusticité. Donc en fait, Gisèle est une vache d'assez petite taille, brune, enfin marron clair, on va dire. Attends. Elle se gratte. Oh, qu'est-ce que t'es belle. Alors là, elle a plus son masque. Et alors effectivement, elle a des très très beaux yeux, quoi. Oui. Elle a une brosse. Elle se gratte avec une brosse en plastique, une énorme brosse en plastique, et elle se gratte le visage. Alors ça, c'est hyper important chez la vache, de pouvoir comme les chevaux, je pense, hein. Mais pouvoir se frotter. Ah ouais, c'est hyper important. D'accord. Mais en fait, elles se lèchent beaucoup entre elles, elles ont beaucoup de liens sociaux. Et du coup, comme là, elle est plus dans un troupeau. Oui. Voilà, il faut qu'elle puisse se gratter, il faut qu'elle ait de l'interaction. Et d'où aussi le brossage, parce que je trouve que c'est agréable pour elle. Et puis, bien sûr. Puis moi, je m'en passerai pas non plus, c'est la soupape de décompression du soir, quoi. Il y a 2 rituels du soir. Donc là, le premier, c'est de se brosser. Ouais, mais quand ils arrivent du champ, enfin quand je rentre le soir, si je rentre pas trop tard, parce que sinon, quand je rentre tard, ils sont bourrés d'habitude. Donc ils sont capables d'être repartis au champ. Dans ce cas-là, je prends ma petite botte de brosse et je vais au champ parce qu'ils vont pas revenir, quoi. C'est trop tard. D'accord. Voilà, j'ai loupé le coche. Elle est en train de sentir le micro. Mais sinon, en fait, ils ont l'habitude le soir, quand ils me voient arriver, en fait, ils remontent des champs et enfin voilà, ils ont le brossage tous les deux. Après, je leur refais leur petit lit. Voilà, on vérifie qu'il y a de l'eau. Attends. Donc il y a, pour décrire un petit peu, il y a 2 box côte à côte avec accès libre à un énorme champ. Et il y a une fenêtre ouverte, sans vitre évidemment, une ouverture dans laquelle Marcel met la tête et il observe tranquillement ce qui se passe. Il attend son tour. Il attend son tour. C'est ça, ouais. Marcel est beaucoup plus grand que Gisèle. Hein, et vraiment, c'est un mâle déjà, donc forcément ça doit jouer, j'imagine. Ouais, et puis c'est surtout, il est croisé avec une race qui est plus grande qu'elle de base. C'est ça. Et puis autre chose, c'est que en fait, moi j'ai absolument aucune idée de la taille qu'il allait faire, puisque un veau mâle laitier, ça n'existe pas de 7 ans. Et oui. J'en ai pas vu d'autres en fait, parce que normalement les veaux mâles laitiers, ils sortent de l'industrie laitière évidemment, parce qu'ils sont pas, on peut pas les traire. Et du coup, ça n'existe pas, parce qu'ils partent dans les bâtiments à veaux, et puis il y a des bâtiments qui sont fermés en fait à veaux, et puis après ils sont battus assez jeunes, donc ça n'existe pas. Voilà, donc Marcel est un peu atypique. Enfin, il n'y a pas d'autres, sauf des gens qui auraient. Y a pas. Moi, j'en connais pas. J'ai jamais vu de bœuf, de mâle laitier de 7 ans, quoi. Voilà. À part, j'imagine, dans des refuges ou dans des sanctuaires. Dans des refuges, c'est ça, oui. Tu finis par avoir des habitudes un peu. Ah oui, elle se place. Ouais, elle se place ouvre, carrément comme il faut, quoi. Elle lève son postérieur pour que je fasse l'intérieur de la cuisse, qu'elle adore.
Effectivement, elle se positionne. Alors là, tu vas me gratter là tu vas me gratter là. Exactement. Ça prend vite des habitudes, hein. Et puis il faut frotter fort, j'ai l'impression, avec la brosse là. Ah ouais, par contre, ils sont... Il faut y aller, Il faut pas que ça gratouille, hein. Faut pas faire semblant, quoi. Ah oui, elle montre son cou. Il faut absolument lui gratter le cou et le haut de la tête. Elle a l'air d'avoir un sacré caractère quand même. Hein. Ouais, elle a un très fort caractère. Mais elle a vraiment une personnalité très marquée. Elle me fait trop rire. Alors je la découvre moi au fur et à mesure, mais ça fait 7 ans maintenant qu'on se côtoie. Bah oui. Par exemple, elle me boude quand je pars en week-end et que c'est une nounou qui s'en occupe. C'est genre ma mère, quoi. D'accord. Pour être honnête. Mais c'est sa nounou préférée. Elle me boude. Quand je rentre, quand je l'appelle, elle tourne la tête. Mais vraiment, elle tourne la tête de l'autre côté. Elle ne me regarde pas. Donc je dis, écoute Gisèle, je t'ai prévenue. En plus, je ne t'ai laissé que 48 heures. Avec mamie, je reviens. Ça va aller, quoi. Donc elle me boude pas longtemps, mais elle me boude. Elle marque le coup, quoi. Voilà. Et puis il y a des gens avec qui, évidemment, quand on a une vache et un bœuf de compagnie, il y a des copains, etc., il y a des gens qui veulent venir voir, quoi. Donc je dis toujours oui, parce que je me dis que comme ça, ils voient qu'une vache est trop mignon, qu'on peut faire plein de choses, etc. Mais il y a des gens qu'elle n'aime pas. Alors notamment mon copain, évidemment, qu'elle n'aime pas. Hein. Voilà. Et donc, il n'y a que moi à le voir parce qu'elle a un petit frisottement de nez quand elle le voit. Elle a vraiment une attitude. Elle baisse un peu la tête, elle lève les yeux au ciel et elle frise du nez. Hein. Elle remonte comme un chien qui remonterait ses babines. Alors, elle, c'est pas du tout grogner. Hein. Mais ça, c'est le côté ça me gonfle. Voilà. Donc, elle me fait trop rire parce qu'elle le fait. J'ai remarqué qu'elle faisait ça quand, par exemple, elle a des soins. Elle n'aime pas trop être soignée. Voilà, quand elle a des petits bobos, etc., elle n'aime pas elle aime pas les soins. Et donc elle le fait quand elle a des soins et elle le fait quand elle voit mon... Quand elle est contrariée, quoi. Elle me fait trop rire, franchement, elle est excellente. Voilà, elle fait ça, elle peut jouer aussi. Hein, Bon, là, elle va pas le faire, mais là, tout à l'heure, si vous voulez, on leur ouvrirait un nouveau chant, une nouvelle partie de chant. Là, ils sont en joie. Alors ça, c'est une grande joie chez eux. L'ouverture de champ, c'est comme nous, aller au restaurant. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, mais c'est génial. Alors là, Marcel se déplace. Il se montre sous son plus beau jour. Ah, c'est bien. Et il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Gisèle, tu es magnifique aussi. Mais Marcel est vraiment... ton fils, tu l'as bien réussi. Ah, c'était trop mignon parce que du coup, le jour du village, on était là. Oui, moi tous. Attends, je vais changer de bras. Le jour du village, c'était donc en décembre, et j'avais une de mes meilleures amies qui était là, et qui elle-même a eu 5 enfants, et donc elle me disait contraction, et moi je l'ai aidée en fait à véler de Marcel parce qu'il était, vous voyez la taille qu'il fait maintenant. Ah, il est énorme. C'était un gros veau, et donc elle a un petit bassin, et voilà, et je l'ai surveillée de près, mais en fait c'était assez touchant d'être là au moment de du village, quoi. Elle se laisse facilement approcher pendant le village. Ah. Les vaches en général, parce que moi j'ai juste une petite expérience de chevaux où ça avait été un petit peu compliqué de voir l'accouchement parce que la jument a attendu qu'on s'en aille pour accoucher, clairement. Et je me demande si chez les vaches c'est la même chose ou si elles n'ont pas de... Alors la jument m'ébat très rapidement. Donc en général, on n'a pas le temps de voir pour ça, et c'est surtout, aime bien être cachée, je pense. Comme les vaches, si elles avaient le choix, je pense qu'elles aimeraient bien être tranquilles, mais parfois en élevage, on les aide, parce qu'elles ont besoin d'aide, et puis il y a des gens qui interviennent parce qu'ils sont là, et qu'elle est en train de véler, et qu'éventuellement il faut de l'aide, quoi. Ou pas, mais on intervient. Gisèle, je pense que ce jour-là, alors on se connaissait pas depuis longtemps, parce qu'elle est arrivée en septembre, mais donc ça c'était en décembre. Mais voilà, on avait eu le temps quand même. Elle avait eu le temps de comprendre que nous deux, ça allait. Et du coup, elle m'a laissé l'aider. Ouais. Elle est restée couchée. Le problème, c'est que des fois, on arrive sur un village, l'éleveur arrive sur un élevage et que la vache, du coup, ça la fait se lever. Elle stresse un peu, elle se recouche, etc. Donc elle a pas bougé, elle est restée couchée. Puis comme ça, on a pu l'aider. J'ai pu l'aider à véler, quoi. D'accord. Elle avait eu plusieurs veaux avant ? Oui. Ok. Ouais, parce qu'elle avait... elle a 11 ans, ça va faire 7 ans que je l'ai. Elle avait 4 ans, ouais. Elle avait 4 ans, donc elle avait déjà eu 2 veaux avant lui. Ouais, il me semble que c'est 2 veaux avant lui. Et puis aussi, ce qui a été un peu difficile post-vélage, c'est de lui dire et de lui faire comprendre que j'allais pas prendre son veau. Parce que du coup, quand c'est une vache laitière et que ce qu'on utilise, c'est son lait,
Oui. On retire le veau de la mère quasiment le premier jour de la naissance en fait. Ouais. Donc on retire le veau de la mère et puis comme ça on peut, on commence la lactation, on leur prend leur lait. Voilà. Et elle avait donc l'habitude de ça. Donc quand elle a vu que je m'approchais de son veau et tout, je pense qu'il y a eu un moment de, on recommence pas le cirque. Ah oui. Et voilà. Et donc ça a été long pour elle de me faire confiance là-dessus. Je pense que pendant longtemps, elle s'est dit à un moment ou à un autre, il va partir. Et donc elle a fait du lait très longtemps. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal à le sevrer parce que elle continuait de faire du lait. Et lui, il est arrivé à 14 mois quand même. Normalement, ça se sèvre à 7 mois. Ah oui. Ouais. Et donc c'était un gros bébé, hein, Marcel, qui se mettait à genoux pour téter Momo. Oui. Voilà. Donc ça a été compliqué. Je pense qu'elle a eu du mal à me faire confiance là-dessus. Et puis elle a fini par voir qu'on l'enlevait pas en fait, qu'il allait rester là. Qu'est-ce qui a été compliqué? Son attitude, elle était très protectrice peut-être? Alors elle me laissait... Non, il y avait un côté méfiance que j'avais pas perçu avant, pendant les mois où elle était juste gestante et qu'elle n'avait pas Marcel. Là, on avait l'impression que mes moindres faits et gestes, elle les épiait pour voir ce que j'allais faire. Voilà. Mais à force de lui répéter que je n'allais pas enlever Marcel, que Marcel restait avec nous, qu'on allait être bien tous les trois, du coup, ça s'est détendu. Oui. Alors, les vaches que vous soignez, vous savez qu'elles vont finir généralement à l'abattoir. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Bon, après, ce qui est bien, c'est que vous avez Gisèle et Marcel pour rattrape mon karma. Décomposer. Oui, voilà. Non, mais après, c'est pas un truc de karma, mais c'est difficile de se positionner par rapport à ça, ou il y a quelque chose de professionnel finalement qui se met... Enfin, ce que vous faites, c'est pour les vaches? C'est une très bonne question que je me suis posée assez récemment, en fait. Jusque-là, je ne m'étais pas dit, tiens, les vaches que je soigne, elles finissent, quoi qu'il arrive, à l'abattoir. En fait, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, quand j'y vais, au moment T, c'est pour qu'elles soient mieux, pour que leur faire du bien, pour qu'elles se sentent bien, pour qu'elles aient un moment sympa. Je me dis ça comme ça. Il y a des vaches, pas comme Gisèle, mais il y a des vaches où c'est plus dur. Il y a quelques-unes où je m'en souviens, où je me suis dit, j'aimerais bien leur trouver un endroit, où j'aimerais bien essayer de les mettre quelque part, parce que je sais pas, parce qu'il s'est passé quelque chose, parce que j'ai accroché, parce que je les trouve... Et c'est pas juste, hein, parce que j'en vois beaucoup, et que ça tombe sur celle-là. Mais en effet, je me dis qu'elles ont le droit d'être soignées correctement pendant le temps dans lequel elles sont dans leur élevage. Ouais. Et c'est aussi ce que font les éleveurs qui m'appellent, c'est-à-dire que le temps qu'ils ont pour s'en occuper, ils le font, et ils s'en occupent bien, quoi. Donc c'est vrai que c'est c'est contradictoire. Ouais. Je les soigne et elles finissent à l'abattoir, en effet. Ouais. Mais je me dis que t'as raison, je les soigne à l'abattoir, c'est vrai. Ouais. C'est triste ce que je fais. J'aurais du mal à m'arrêter en me disant ça. J'aurais du mal. D'ailleurs, tous les ostéos qui bossent dans les chevaux de course, il y en a quand même pas mal qui finissent aussi à la boucherie. Oui. Et on se pose moins la question. On me pose la question à moi parce que ce sont des vaches. Tu veux où? Elle veut les oreilles. Ah ouais, les oreilles, j'adore. Elle veut qu'on lui gratte les oreilles. Tu veux aller manger là pendant que je fais Marcel? Donc là, vous vous êtes mise en hauteur. Vous avez grimpé sur la petite boîte avec tous les outils de brossage. Et donc, on n'a pas le droit de rentrer dans le champ avec Marcel. C'est pas grave, on est juste à côté. Et là, il s'est approché de lui-même en voyant que vous étiez sur la boîte pour que vous le grattiez avec la brosse. Il a ses habitudes. Il voit la boîte de brosse maintenant, et au début il en avait peur parce qu'il est pas. C'est un anxieux. Alors physiquement, c'est vrai qu'on se dit il pourrait être sûr de lui, étant donné qu'il fait une tonne. Mais non, c'est un anxieux. Marcel est un anxieux. Marcel, tu es anxieux? Voilà, il a l'air assez détendu quand même. Alors Gisèle est assez accueillante, elle est curieuse, elle vient vers les gens, maintenant elle a l'habitude. Lui non, lui il faut pas rentrer dans son... D'accord. Lui il est monopersonne, c'est-à-dire moi et c'est tout, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il charge? Non, alors il charge pas parce que si vraiment il voulait faire mal, il aurait beaucoup de facilité, enfin ce serait facile, quoi. Là ce qu'il fait comprendre, c'est qu'il n'a pas très envie qu'on soit dans son espace. Il prévient en général, il secoue la tête et puis il dit non, ça me plaît pas. Et ensuite, si vous n'avez pas compris, il continue. D'accord. Voilà. Et en général, on comprend vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop envie de tester voilà. une charge d'un animal aussi grand. Et Gisèle vous a adopté, visiblement. Elle aime bien les caresses. Et le micro.
Alors c'est étonnant parce que Marcel, il a pour le coup jamais connu autre chose que la vie sans contrainte finalement. Et c'est quand même lui le plus craintif. Ouais. C'est étonnant quand même. C'est ce qu'on appelle être né avec une cuillère en argent dans la bouche. Lui, tout va bien dans le meilleur des mondes, il connaît pas l'angoisse. Mais ouais, je pense qu'il a un côté... je sais pas, je pense qu'il a un petit côté anxieux, ouais. Alors anxieux, tout est relatif, hein. Mais quand on le voit comme ça, il a pas l'air, mais... face à de nouvelles choses, par exemple, lui, il la laisse aller devant. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, d'accord. Elle est plus courageuse, quoi. Marcel a aussi ses endroits favoris. Ah, qui sont ? Les fesses, j'ai l'impression que ça marche à tous les coups. Hein. Le début de la queue. Ah non, elle, c'est le bout de la queue. Elle aime pas trop le haut de la queue. Ah bon, tout à l'heure, ça avait l'air d'être pas mal. Le haut ? Ouais, là. Ah, le sacrum, ça. Ah, le sacrum, d'accord. Pardon. Excusez. Je connais Soyez pas bien, précise. effectivement, l'anatomie. On peut pas se comprendre, sinon. Et alors, pareil, est-ce que Marcel a une forte personnalité comme sa mère ? Non, c'est pas du tout la même chose. C'est lui, contrairement à Gisèle, il meugle beaucoup pour s'exprimer. Elle dit pas grand-chose. Elle s'exprime pas beaucoup vocalement. Mais lui, par contre, il meugle. Par exemple, si je pars trop vite après une séance de gratte-gratte, là, ou alors que je lui donne pas un petit truc avant de partir, il va meugler pour dire « Ouh, tu as oublié quelque chose, reviens ». Ou alors, quand je vais le voir au champ, il pense souvent que je vais ouvrir une barrière ou qu'il va avoir accès à un nouveau champ. Et donc, si ce n'est pas le cas, il meugle parce qu'il n'est pas content. En fait, lui, je le découvre, mais je le connais depuis qu'il est né. Elle, j'ai vu son changement d'attitude, quoi. Alors, elle n'est pas arrivée, c'était pas un élevage affreux, etc. Pas du tout. Ouais. Donc, elle n'est pas arrivée terrorisée. Mais par contre, on avait évidemment, elle n'avait pas connu, comme moi, je n'avais pas connu de relation comme ça avec un humain et moi avec une vache, quoi. Donc, on s'est découverte au fur et à mesure. Mais lui, il est, je sais pas si ça évolue un peu, mais ce qui est marrant, le matin, alors notre habitude du matin, c'est plutôt les massages, par exemple, qui ne sont pas de l'ostéopathie. D'accord. Vraiment du massage. Ouais. Et il sait que, comme il est très grand et qu'il est très gros et que c'est dur de lui faire des massages, il sait que ça n'arrive que quand il est couché. Et donc, quand il me voit le matin, ça fait quelques années, hein, mais maintenant, quand il me voit le matin, il va dans son box et il se couche, quoi qu'il arrive. Comme ça, il se dit, ça va arriver. C'est génial. Oui, Marcel. T'es beau, mon grand. Il est vraiment magnifique. Non, il est beau, hein. T'es beau, mon grand. Oh, tu as vu ? Tu as vu comme tu es beau, toi aussi t'aimes bien les oreilles. Merci beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent ? Peut-être sur le sujet des vaches, qu'est-ce qui vous tient à cœur et que vous aimeriez partager ? Alors, ce qui me tient à cœur, je pense qu'il faut apprendre à les découvrir. Ce que j'aimerais, c'est que les gens ils les découvrent un peu plus et qu'ils s'aperçoivent que ce sont des animaux qui sont curieux, qui sont hyper affectueux, qui sont très sociables et qui méritent d'être découverts, quoi. Moi, j'en apprends tous les jours. Ça a vraiment été le coup de foudre. Je les trouve incroyables. Et je me dis qu'on leur fait vivre beaucoup de choses pas rigolotes et qu'on ne s'aperçoit pas de tout ça. Et en fait... Et je trouve ça dommage de ne pas mesurer l'ampleur de ce qu'on leur demande et surtout de ne pas voir qu'elles sont incroyables, quoi. Elles sont incroyables. Eh ben, merci beaucoup, beaucoup, Aurore. Merci à vous, Rose. Voilà, chers auditrices, vous pensez peut-être comme moi que Gisèle et Marcel ont vraiment eu de la chance d'entrer dans la vie d'Aurore, qui a su voir en eux des individus uniques et attachants. Si cet épisode vous plaît, je compte sur vous pour le partager sur les réseaux, mettre des étoiles dans Apple Podcast ou Spotify, mettre des pouces sur YouTube et surtout mettre plein d'avis et de commentaires pour aider à mieux faire connaître ce podcast. À très vite!